Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Et donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui à la bibliothèque municipale de la Part-Dieu pour une table ronde consacrée à la vallée de la chimie et à la place qui prennent les écosystèmes fluviaux. Et donc cette rencontre, elle a lieu dans le cadre de la rétrospective de l'Observatoire photographique de la vallée de la chimie, organisée en partenariat entre la bibliothèque municipale de la Part-Dieu donc, et le CAUE Rhône Métropole. Et elle est à suivre en direct également sur Radio Anthropocène et sera retrouvée en podcast prochainement sur le site radio-anthropocène.fr. Cette table ronde, elle sera suivie d'une conférence proposée par nos partenaires Archipel Commun et le CAUE Rhône Métropole, intitulée « Les observatoires photographiques vers des paysages en commun ». Et donc pour m'accompagner aujourd'hui, je suis en compagnie d'Isabelle Michalet, professeure à la faculté de droit et de sciences politiques de l'Université de Rennes et membre de l'Institut de l'Ouest, droit et Europe. Bonjour Isabelle Michalet. Bonjour. Donc vous êtes spécialiste du droit et de l'environnement et des cours d'eau, c'est bien ça ? Oui, juriste environnementaliste. Ok. Oui. Et également autour de la table, Damien Dumollard, directeur du syndicat mixte du Rhône, des Îles et des Launes, le SMIRIL. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup à tous les deux d'être avec nous. Et une troisième personne va donc se joindre à nous dans une dizaine de minutes. Il est un petit peu en retard. C'est Quentin Brunel, directeur de l'association des espèces par million. Donc un grand merci à vous deux d'être avec nous aujourd'hui. Alors, la vallée de la chimie, elle est en effet traversée par un fleuve dont l'industrie pétrochimique a largement utilisé les eaux et les courants. Mais pour cela, elle a dû le canaliser, le domestiquer, urbaniser ses berges, anthropiser ses écosystèmes, polluer ses eaux. Aujourd'hui, les acteurs industriels souhaitent verdir leurs activités, mais ne doivent-ils pas commencer par rendre au fleuve qui a permis leurs activités sa place d'écosystème fluvial et d'écosystèmes vital pour toute une région et minimiser leurs impacts à son égard. C'est donc ces questions-là qu'on va essayer de se poser pendant l'heure à venir. Mais avant ça, j'aimerais qu'on resitue un petit peu notre échange, que l'on revienne sur l'histoire particulière de ce fleuve, le Rhône, qui n'a pas toujours ressemblé à ce qu'il est aujourd'hui, à ce que l'on voit au quotidien. Damien Dumollard, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qu'était un petit peu par le passé ce fleuve et comment la main de l'homme a redessiné son cours lors des derniers siècles Eh bien, écoutez, je vais essayer de vous en dire quelques mots. Donc, si on reprend un peu un passé même relativement récent, ça veut dire 200 ans, il n'y a pas besoin de remonter beaucoup plus loin. Il faut imaginer un fleuve qui pouvait, au sud de Lyon, avoir jusqu'à 2 km de large. Donc aujourd'hui, quand on part de Lyon et qu'on va dans le sud de la France, on prend l'autoroute. On a du mal à imaginer que sur ce territoire-là, en fait, on aurait eu du mal à traverser le Rhône à pied. Voilà. Ça s'est fait évidemment par vagues successives. Fin du 19e, il y a un enjeu de rendre le Rhône navigable toute l'année. On a peut-être pour certains d'entre vous en tête Bernard Clavel, ces mots d'un Rhône impétueux. Donc on avait un Rhône pendant très longtemps, non domestiqué, très sauvage, difficile à naviguer, bien qu'il soit navigué depuis plus de 2000 ans. Voilà. Et donc, fin 19e, début 20e, on commence à le corseter, à l'aménager pour qu'il soit un peu plus facile à naviguer. Et puis, dans le courant du 20e siècle, on aménage une voie ferrée et puis, au fur et à mesure, une zone effectivement industrielle avec des activités qui sont plus compatibles au cœur de la ville, au cœur de Lyon, avec les nuisances que ça peut produire. Et donc, au fur et à mesure, on a cet espace désormais dénommé vallée de la chimie qui se forme et qui s'aménage. Et d'un point de vue technique, comment est-ce qu'on fait pour passer d'un fleuve qui fait donc par endroit 2 km de large à une sorte de canal qu'on connaît aujourd'hui ? Alors, on convoque le génie, l'ingéniosité humaine, un ingénieur qui s'appelle Girardon, donc justement, qui a conçu un système de digues et d'épis, c'est-à-dire des enrochements qui, assez bien pensés et assez bien placés, ont permis de faire en sorte de resserrer le fleuve et que la force de l'eau du fleuve, c'est elle-même qui a creusé le lit et qui a permis de canaliser. Le Rhône s'est auto-canalisé avec ses aménagements de côté. Et donc, il y a eu beaucoup moins de possibilités de déborder et de vivre en largeur comme avant. Et ça a quel impact sur la biodiversité locale ? Alors,
Je pense que tout le monde entend parler de zones humides depuis bien des années, car c'est des milieux très importants. Et donc, ces milieux de bord de fleuve, que nous on appelle les milieux alluviaux, font partie de ces zones humides. Alors, l'embêtant quand on empêche un cours d'eau de divaguer, c'est précisément que l'eau ne va plus partout où elle allait avant. Et précisément, on restreint, on rétrécit ces zones humides. Donc on les assèche. Alors c'est pratique, ça permet d'aménager, mais on perd en surface des mares, des forêts qui ont besoin d'avoir les pieds dans l'eau. Voilà. Isabelle Michalet, en 1933, l'État confie la concession unique du Rhône donc à la CNR, Compagnie nationale du Rhône. Est-ce que ça en fait un cas particulier, cette concession en France, et qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Alors, le Rhône, comme tous les fleuves français qui sont navigables et flottables, fait partie du domaine public. Le lit du cours d'eau fait partie du domaine public de l'État. Et l'eau elle-même est ce qu'on appelle en droit une chose commune, une res communis. Donc, pour exploiter ensuite le fleuve, et en particulier la force de l'eau, sachant qu'avec les aménagements qui ont été réalisés, ça permet d'augmenter peut-être la puissance du débit, en tout cas le rend exploitable. Ça passe par l'intermédiaire effectivement de concessions, c'est-à-dire que l'État va concéder la force de l'eau à des acteurs économiques qui vont ensuite l'exploiter pour des fins, en général, dans le cas présent, c'est pour produire de l'énergie. Et alors, le Rhône a été concédé par petits morceaux, si on peut dire, à la CNR, par étapes successives. Ça a commencé en 1933, mais il y a eu d'autres étapes sur d'autres portions. Au fur et à mesure de l'aménagement, en fait, il y a eu l'étape technique d'aménagement du fleuve, et puis après, avec des finalités qui étaient pensées au départ, et puis après, confier l'exploitation à des acteurs, et en l'occurrence à la CNR. Et donc, au fil du temps, on va dire que ce qui était dans cet ensemble concédé s'est élargi, et la CNR est devenue, comme on le sait, un acteur majeur sur le Rhône. C'est assez classique dans le sens où exploiter la force de l'eau d'un cours d'eau, mais ça se passe par effectivement des concessions à un acteur qui est en capacité de faire tourner ça, on va dire. C'est très spécifique dans le sens où sur le Rhône, il y a un acteur prépondérant qui est la CNR, et cet acteur s'est vu concéder au fil du temps pas seulement l'exploitation de la force de l'eau, mais aussi d'autres activités. Et cet ensemble qui compose la concession globale du Rhône à la CNR est en réalité un ensemble très diversifié, qui s'est enrichi au fil du temps. Et pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix de confier à un opérateur unique cet ensemble d'activités, justement ? Alors, historiquement, je n'ai pas la réponse précise là-dessus, mais le choix est sans doute... s'explique aussi par la volonté d'avoir un seul interlocuteur qui était en capacité de mener ces activités, parce que du côté du concessionnaire, il faut démontrer qu'on a la capacité technique, financière et qu'on sait faire, et donc qu'on est un partenaire fiable pour l'État qui concède quelque chose d'important. Donc au fil du temps, la CNR est devenue l'interlocuteur unique et peut-être l'interlocuteur le plus compétent, et il n'y a pas forcément... Et puis aussi... à l'époque où les choses se sont faites, progressivement, ça permettait d'avoir un interlocuteur proche de l'État. Concéder l'exploitation d'un fleuve qui est comme ça ancré dans le territoire, on ne va pas le concéder à n'importe quelle entreprise. On est finalement, l'État français, assez satisfait que ça soit une entreprise qui est connue et qui est fiable. C'est des morceaux du territoire français. Et alors qu'aujourd'hui, on est dans une logique, il faudrait ouvrir à la concurrence, il faudrait permettre à d'autres acteurs de venir dans ce jeu-là. La question, c'est est-ce qu'on le souhaite vraiment ? Et la CNR apporte cette garantie, je pense, d'avoir un interlocuteur unique, connu, historique. Et progressivement, les choses se sont faites comme ça, je pense. Il y a d'autres cas en France, en Europe ou dans le monde de fleuves gérés par un seul interlocuteur comme celui-ci ? Je ne sais pas. Je ne connais pas les régimes des concessions de tous les fleuves, mais
dans la mesure où il faut que l'acteur en question, encore une fois, ait les compétences techniques et les reins solides d'un point de vue financier, il n'y a pas non plus énormément d'acteurs en capacité de... Mais il y a de grosses entreprises étrangères qui pourraient être intéressées pour accéder à la concession et avoir un rôle à jouer dans l'exploitation des diverses activités qui s'exercent sur le Rhône. Damien Dumollard, cette arrivée de la CNR, elle est concomitante aussi avec cette volonté de créer de l'énergie à partir du fleuve, donc de créer des barrages. Ces barrages, ils ont aussi un impact, en plus de la canalisation, sur les écosystèmes. Comment est-ce que ça s'est passé et qu'est-ce que ça a créé justement sur le fleuve ? Alors effectivement, il y a un impact et je pense qu'il n'avait pas été forcément anticipé. Donc nous, là au sud de Lyon, à Pierre-Bénite, donc il y a le barrage de Pierre-Bénite et donc il est aménagé dans les années 60. Il fonctionne à partir de 68. C'est quand on voit les photos historiques, c'est impressionnant comme travaux, c'est vraiment gigantesque. Et pendant une décennie, on va dire 15 ans, impression en tout cas moi des retours des habitants qui sont là depuis très longtemps. Ça a fonctionné. Et puis petit à petit, le Rhône tel que les gens le vivaient, c'est-à-dire le paysage et les activités de loisirs autour du Rhône, les gens se sont aperçus, ont pris conscience qu'ils n'avaient plus le même Rhône. Quand vous dites ça a fonctionné, ça veut dire quoi ? Ça a fonctionné dans le sens où les retours moi, que j'ai historiques, c'est une mobilisation associative d'élus locaux qui vraiment se met en place à partir des années 80 en disant on a perdu notre Rhône vif, courant, et il faut qu'on retrouve notre paysage. Puisque des activités de pêche, nombreux sont les habitants anciens qui disent avoir appris à nager dans le Rhône. À ce moment-là, dans les années 80, le barrage est exploité d'une telle manière qu'il n'y a quasiment plus d'eau dans ce qu'on appelle le vieux Rhône, donc le Rhône naturel, qui est au pied des habitations devant les villages au sud de Lyon. Est-ce que vous pouvez justement un petit peu expliquer la différence entre le vieux Rhône et le Rhône, je ne sais pas comment on appelle l'autre partie du Rhône d'ailleurs. Le Rhône canalisé. Voilà. On parlait navigation tout à l'heure et donc on a un barrage à Pierre-Bénite. Il va diviser le Rhône en deux. D'un côté, un canal de navigation, donc avec une usine de production d'électricité et c'est là où vont passer les péniches. Puis de l'autre côté, on a le vieux Rhône. Et jusque dans les années 2000, disons que le vieux Rhône, il sert à délester l'eau quand il y en a vraiment beaucoup, puisque l'usine a une limite de capacité de turbinage, et donc il faut pouvoir laisser passer l'eau par ailleurs quand il y en a trop. Voilà. Et puis ça se rejoint à Givors. Et cette modification donc, des écosystèmes, on la retrouve sur l'intégralité du cours du Rhône ? C'est discontinu. Après, clairement, à partir de Lyon, on dit que le Rhône sauvage, celui qui reste encore un peu sauvage, on le trouve entre Lyon et Genève. Donc c'est la partie nord, le Rhône. À partir de Lyon et jusqu'à l'embouchure, on a quand même très peu de parties sauvages, sans digue. Et une partie qui n'est pas du tout sauvage, elle apparaît au milieu du 19e siècle et qu'on va finir par appeler vallée de la chimie, donc au sud de Lyon. Pourquoi est-ce qu'il y a tant d'industries chimiques qui vont s'installer à cet endroit précisément ? Et comment est-ce que ça a été coordonné peut-être par les pouvoirs publics, Isabelle Michelet ou Damien Dumollard ? Je ne sais pas qui veut répondre à cette question. Vous battez surtout pas. Moi, je peux citer l'introduction de la très bonne exposition sur l'Observatoire photographique, justement, qui rappelle ce bref historique et donc qui nous rappelle qu'au 19e siècle, début du 19e siècle, il y a de l'industrie au cœur de Lyon et de l'industrie chimique et qui commence à créer des nuisances. Et donc, deux entreprises vont s'installer, notamment en premier lieu à Saint-Fond. Et en fait, on réapprend que ces premières entreprises, en fait, finalement, sont sur des productions chimiques de produits importants et vont déclencher finalement la création d'un écosystème. C'est-à-dire d'autres entreprises vont avoir stratégiquement un intérêt à se positionner là. Et donc, oui, Isabelle. Mais alors, ça m'amène à expliquer aussi que juridiquement, les activités dangereuses de ce type-là sont encadrées par un régime qui date de 1976, le régime, ce qu'on appelle les installations classées pour la protection de l'environnement, ICPE. Et les plus dangereuses sont des sites de type Seveso avec des obligations
que je ne vais pas détailler maintenant. Mais historiquement, ces activités dangereuses, elles étaient implantées à l'extérieur des villes. C'est ce que vous venez de dire, hein, c'est-à-dire que c'était pas dans les zones urbanisées ou très urbanisées. Parce que justement, il y avait la conscience du fait que c'était des activités dangereuses, polluantes, plus ou moins encadrées, qui généraient des risques, qui rejetaient dans l'air, etc. Donc à l'écart. Et historiquement, ces installations-là, le régime juridique qui s'appliquait avait tendance à imposer l'éloignement. Sauf qu'au fil du temps, le régime juridique a évolué de telle sorte qu'on a considéré qu'on maîtrisait le danger, qu'on l'encadrait, que le risque était sous contrôle. Et c'est ce qui fait que petit à petit, il y a d'autres activités qu'on puisse mettre à proximité. Et puis ensuite, comme il y a un bassin économique, mais il y a des gens qui viennent habiter. Et puis comme il y a des gens qui viennent habiter et des activités économiques, il y a des écoles qui vont se mettre. Il y a tout un tas d'activités commerciales, etc. Il y a toute une vie qui se développe. Et progressivement, on oublie que c'était quand même pas totalement absurde de mettre à l'écart. Et du point de vue de l'évolution juridique, c'est l'accident de l'usine AZF à Toulouse qui nous a rappelé cette réalité. Parce que, alors il y a eu des accidents à Feyzin, hein, bien sûr. Enfin, antérieurement, dans la vallée de la Chimie, il y a eu des accidents. Mais au fur et à mesure, on a vraiment considéré que parce qu'il y avait un régime juridique qui s'était élaboré et qu'il imposait un certain nombre de contrôles et de limites, notamment par le biais d'une autorisation qui allait imposer un certain nombre de conditions, on contrôlait la situation. Mais c'est comme pour toutes les catastrophes, la mémoire humaine est courte, hein, et donc au bout d'un moment on oublie. Et l'accident à Toulouse a rappelé cette réalité, c'est-à-dire qu'on était exactement dans la même configuration, c'est-à-dire une activité industrielle dangereuse, qui était comme telle placée à l'extérieur de la ville, et progressivement l'urbanisation qui a gagné, qui s'est rapprochée, qui l'a entourée. Et quand la catastrophe se produit, elle est amplifiée par cette réalité qui s'est mise en place au fil du temps. Et donc, si on revient à Lyon et dans la vallée de la Chimie, historiquement, c'est plutôt quel type de pollution et qu'est-ce que ça a engendré sur le fleuve, toutes ces usines ? Alors, la plus connue, je crois que c'est les PCB, donc des composés assez problématiques et pour lesquels on a mis beaucoup de temps à légiférer. Enfin, je vous laisserai préciser ça. Et puis, plus récemment, en ce moment, là, depuis 2-3 ans, on parle des fameux PFAS, ces polluants éternels, du coup, qui nous font entrer dans une nouvelle phase de problématique, puisque à gérer, une fois que c'est dans l'environnement, c'est compliqué. Alors, il faut quand même préciser que les entreprises qui rejettent, en tout cas les grandes entreprises qui sont là, le font dans le cadre d'autorisation. Et de choses qui sont quand même clairement encadrées. C'était ma question. Est-ce que les autorisations justement de rejet, est-ce qu'elles ont déjà toujours existé ? Est-ce qu'elles sont venues a posteriori ? Et comment est-ce que ça a été géré au fil du temps, cette pollution ? Alors, historiquement, je parlais tout à l'heure de la loi de 1976 sur les installations classées. On peut dire que c'est quand même à partir de ce moment-là qu'on a imposé des autorisations et contrôlé les rejets dans l'air, dans l'eau, dans le sol, le sous-sol de ces activités polluantes. Au fil du temps, la réglementation, elle s'est développée aussi au gré des catastrophes. Tout à l'heure, je parlais d'une réglementation Seveso. Ça vient d'une catastrophe qui s'est produite en Italie, dans la ville de Seveso, et qui a engendré justement dans les années 70 qu'ensuite on élabore une réglementation qui vienne encadrer plus strictement ces activités très dangereuses. Par le biais de l'autorisation, on va imposer tout un cadre juridique en fait à l'activité économique en question, et bien entendu des possibilités de rejet avec des seuils et puis des conditions. Il faut aussi surveiller les rejets, enfin, il peut y avoir des contrôles, etc. On parle dans la mesure où l'industriel respecte ce cadre, on ne va pas parler de l'hypothèse où il n'est pas respecté, parce que ça peut arriver, mais dans l'hypothèse où le cadre est respecté, tout l'enjeu, c'est d'arriver à contrôler, si on peut dire, les polluants au fur et à mesure qu'on les identifie en tant que tels. C'est-à-dire, tant qu'une substance n'est pas identifiée comme étant une substance polluante, il n'y a aucune raison de la surveiller. C'est ce qui se passe avec les PFAS actuellement, on se rend compte tant que la substance en question n'est pas listée comme étant dangereuse et devant être réglementée, le principe, c'est pas de surveiller tout
ce qui est rejeté. Le principe, c'est d'encadrer et surveiller, contrôler ce qui est considéré comme dangereux pour la pollution de l'air, pour la pollution de l'eau. Donc, ça signifie qu'il faut avoir inclus tel et tel polluant dans la réglementation et avoir imposé qu'au moment de la délivrance de l'autorisation, tel et tel polluant soit suivi et contrôlé. Donc les PCB, depuis longtemps, ils ont été totalement interdits. C'est quoi les PCB ? Alors, je ne saurais pas dire. À peu près. Ce sont des polluants lourds qui vont aller polluer les sédiments du fleuve, c'est-à-dire qui vont aller se stocker au fond du fleuve et qui ne seront pas forcément... Alors là, c'est une juriste qui vous explique, donc, qui ne sont pas forcément présents dans l'eau, mais en tout cas, ce sont des métaux lourds et donc des polluants qui, de par leurs caractéristiques physiques, vont aller se déposer au fond du fleuve dans les sédiments. Donc ça signifie qu'ils vont polluer ce qui se trouve au fond du fleuve, le plancton, le phytoplancton, et puis les poissons qui mangent ce qui est au fond du fleuve, et les poissons plus gros qui mangent les poissons, etc. Et l'humain qui, à la fin, au bout de la chaîne alimentaire, va pêcher le poisson et le manger alors qu'il a été... Donc ça, ces substances-là ont été progressivement interdites parce les PCB étaient utilisés, dans mon souvenir, dans les transformateurs, de façon très étendue dans des transformateurs électriques. Donc il y a eu toute une réglementation qui s'est développée lorsque il y a eu une prise de conscience du danger de ces substances, qui a été développée au niveau de l'Union européenne, qui a été appliquée dans les différents États et en France. Et aujourd'hui, ces substances, il est totalement interdit d'en produire et d'en utiliser. Il n'empêche qu'on a quand même des déchets, ou en tout cas des pollutions qui sont présentes, et puis d'anciens objets, si on peut dire, divers et variés, qui utilisaient ces substances-là. Et il faut bien arriver à s'en débarrasser. Donc c'est une pollution qui s'est infiltrée au fil du temps, et qui aujourd'hui n'est plus aussi problématique dans le sens où la question a été encadrée, réglementée, et ces substances sont aujourd'hui interdites. Alors, donc on a un fleuve, le Rhône, qui est quasiment entièrement anthropisé, qui est fortement pollué dans sa partie sud notamment. Donc maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? C'est la question que je vais vouloir vous poser et que je faisais traîner cette première partie un peu volontairement sur l'histoire du Rhône en attendant que Quentin arrive pour pouvoir enfin parler de la restauration des écosystèmes du fleuve. Il n'est toujours pas là, donc on va attaquer cette deuxième partie. Donc je vais me tourner vers vous, Damien Dumollard, en tant que directeur du SMIRIL. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le rôle et les missions de votre organisation ? Alors, donc le SMIRIL, c'est un établissement public qui a été créé en 1995 avec pour mission de d'animer ce projet de restauration, restaurer un fleuve vif et courant, refaire découvrir et se réapproprier ces bords du Rhône par la population. Donc nos deux missions, elles sont 1, sur la restauration, la préservation des milieux naturels, 2, mettre en place des programmes de sensibilisation et de découverte de ces milieux alluviaux. Sur l'ensemble du Rhône ou sur un secteur précis ? Alors sur le secteur qui est compris entre Pierre-Bénite et Givors, donc ça représente 8 communes, et puis à cheval sur la métropole de Lyon et le département du Rhône. On est sur en gros un périmètre de 700 hectares. Donc la vallée de la Chimie, quoi. Donc on est en parallèle de la vallée de la Chimie. Quand on est sur l'autoroute, on est sur le côté productif, et quand on est sur les bords du Rhône, on est sur les îles et l'Aune. Et donc on va parler un petit peu de ces missions-là. Qu'est-ce que vous mettez en place d'un point de vue technique justement dans cet objectif de restauration ? Alors on a fait un peu d'histoire, j'y reste simplement 2 secondes de plus. Dans les années 90, pas là, on peut y aller. dans les années 90, en fait, le premier travail, je parlais de cette mobilisation politique et citoyenne. Le syndicat a été en fait la cheville ouvrière pour animer ce dialogue entre la CNR, l'agence de l'eau, les services de l'État, les communes et collectivités locales. On va dire, voilà, nous, on a cet objectif en tant que citoyen, en tant qu'habitant riverain du Rhône, on veut retrouver ce paysage. Alors, ça veut dire des moyens pour intervenir, et puis ça voulait dire une modification de la manière de faire fonctionner le barrage. Et donc, je disais tout à l'heure que le territoire avait perdu ce paysage aquatique. Ça a été la négociation de relever les débits réservés de 10 mètres cubes à 100 mètres cubes secondes. Un débit réservé, ça veut dire
à minima, qu'est-ce qu'on laisse passer dans cette partie du Vieux-Rhône, cette partie naturelle? Alors, écologiquement parlant, ça fait toute la différence de multiplier par 10 ce débit minimum. Je crois d'ailleurs que c'est le débit réservé le plus haut qui a pu être négocié. Et puis surtout, dans la foulée de ça, il y a eu le recreusement de 3 lônes. Alors les lônes, c'est ce vocabulaire un peu lyonnais pour désigner ces bras annexes, ces bras secondaires qui courent à côté du chenal principal. Il n'y en avait plus vraiment. Et donc la CNR, qui a été la maîtrise d'ouvrage de ces travaux après négociation, donc a recreusé 3 lônes. Et puis s'est mis en place un certain nombre de suivis scientifiques pour regarder les effets. Et je vous le dis d'emblée, malgré les PCB, malgré les PFAS, les effets, notamment sur la faune piscicole, ont été constatés comme étant très positifs. Et donc notre mission depuis lors, c'est de continuer à animer le dialogue avec ces différents acteurs. D'ailleurs, il y a une seconde phase de restauration de l'Aune et des marges alluviales pour enlever une partie de ces épigirardons et retrouver encore un peu plus de milieux naturels en bon état. Et puis, on continue d'animer, de recevoir chaque année plus de 6000 enfants du territoire sur les bords du Rhône, plusieurs fois par an, et puis de vous accueillir dans le cadre d'un programme grand public pour faire découvrir et partager cette forêt. Moi, ce qui m'intrigue, c'est comment on fait pour pouvoir recreuser des lônes dans une zone qui est aussi urbanisée. Parce que finalement, c'est une zone très dense quand même. Eh bien, c'est là qu'on est content d'être directeur d'un syndicat et non ingénieur CNR, c'est-à-dire que c'est très complexe. Les travaux, là, on en est au 2e hiver là, sur cette 2e phase de travaux que j'évoquais. On y a réfléchi pendant 6 ans à leur côté. On a animé un dialogue avec les riverains, c'est-à-dire que nous, on a proposé à CNR de ne pas partir d'un plan technique, mais de partir des usages des bords du Rhône, de les cartographier et de constituer un groupe de dialogue avec les habitants pour justement partager à la fois cette relation, cette culture du Rhône qui a pu être perdue en partie au fil des ans et comment ces travaux peuvent permettre de la retrouver. Et puis en partage aussi faire comprendre ces objectifs environnementaux, c'est-à-dire alors un barrage, ça peut empêcher de faire passer de l'eau, mais ça fait aussi, ça bloque les sédiments. Et un fleuve, c'est aussi un transit sédimentaire. C'est très important pour ces milieux naturels. On entend souvent parler des problèmes d'érosion sur les littoraux. Le fait qu'on bloque les sédiments sur notre fleuve Rhône concourt à ce problème d'érosion chez nos collègues de Camargue et autres. Voilà. Donc les travaux actuels, c'est retrouver des milieux, remettre des sédiments dans le Rhône. Et donc, comment on fait pour y arriver? Donc, il y a un certain nombre d'études. Ça peut être sur la pollution. Ça peut être comment on calibre, comment on recreuse ces lônes en se projetant sur quel débit on va y faire passer. Il y a des espèces de la faune piscicole qui aiment bien les eaux vives, d'autres qui aiment bien quand c'est un peu plus stagnant. Donc, on va essayer de créer une mosaïque d'habitat pour accueillir le maximum d'espèces possibles. Et puis, on va essayer surtout de regarder si c'est acceptable et à quel point socialement, comment ça va être compris. Et donc, dans ce cadre-là, j'en finirai là mais, pour l'instant, mais ça a été de dire, voilà, on aurait pu creuser beaucoup plus. Ce qui est en train de se faire, ça aurait pu être de creuser beaucoup plus. Le choix a été fait d'identifier des îlots avec des arbres remarquables pour la biodiversité, mais aussi remarquables pour des randonneurs, pour les riverains, parce qu'ils sont attachés à un endroit, un point de vue. Moi, je vais pêcher là. Moi, je fais de la barque ici, etc. Et donc, ça a été cette concertation de dessiner un projet partagé pour qu'on puisse arriver à quelque chose d'acceptable. Isabelle Michalet, justement, sur cette acceptabilité d'un côté social, mais je suppose qu'il y a aussi une question d'acceptabilité juridique quand on crée des cours d'eau finalement proches de zones urbanisées. Il doit y avoir des risques d'inondation, des choses comme ça qu'il faut réussir à gérer. Comment est-ce que ça se passe ? Oui, il y a 2 choses pour moi très intéressantes dans ce qui vient d'être dit. La première, c'est que cette volonté de rétablir la continuité du cours d'eau d'une certaine manière et de le renaturer, c'est le résultat aussi de ce que prévoit le droit de l'eau. C'est-à-dire qu'historiquement, quand on concédait l'exploitation d'un fleuve, ce qu'on cherchait, c'était la production électrique. Aujourd'hui,
il y a autre chose. Et on est aussi obligé de tenir compte du fait que les sédiments doivent pouvoir continuer à voyager, que la vie du fleuve, elle doit pouvoir continuer à se faire alors qu'il est exploité. Et le débit réservé, justement, c'est devenu une obligation juridique au fil du temps. Au départ, ça n'existait pas. Et donc, les concessionnaires et donc la CNR doivent intégrer aussi ces nouvelles obligations de tenir compte oui, des usages humains du Rhône, mais aussi du fait que c'est un écosystème avec certains besoins et que si on n'est que sur les usages humains et que sur une activité économique, ça ne va pas fonctionner totalement. Et au bout d'un moment, le fleuve ne peut pas servir qu'à ça et ne pourra pas se renouveler. Et l'enjeu sédimentaire, il est tout à fait important. Donc il y a cette évolution-là, c'est-à-dire d'intégrer de plus en plus l'enjeu de la protection des écosystèmes dans des réglementations qui au départ avaient une finalité purement économique. Et c'est toute cette réglementation sur les activités de production d'hydroélectricité et autres aménagements fluviaux. Et y a le deuxième aspect qui me vient là en vous écoutant, c'est aussi le fait que, c'est ce que vous avez expliqué, la concertation, le fait de faire ça avec les habitants. C'est devenu, alors sur les questions environnementales et juridiquement, une obligation de faire participer les citoyens par différentes modalités. Mais c'est une obligation, mais c'est aussi une nécessité dans le sens où si on réalise des aménagements, si on prend des décisions qui s'imposent et qu'on n'a pas demandé aux personnes qui habitent sur place ce qu'elles en pensent ou qu'elles n'ont pas été associées à ce processus, assez rapidement, ça ne va pas fonctionner. Ça sera perçu comme une contrainte. C'est toute la question de est-ce que la décision, elle vient du territoire des habitants ou est-ce qu'elle arrive d'en haut et elle est imposée. Donc, il faut trouver un juste milieu. Et juridiquement, c'est organisé par cette obligation aujourd'hui de faire participer les citoyens et de les associer. Et quand on est sur un fleuve comme celui-ci qui est complexe, avec des usages très différents et nombreux. Et c'est ce que vous avez dit, vous êtes parti des usages. Et en partant des usages, on part de la réalité du territoire, on part des gens. Et l'enjeu, c'est d'arriver à concilier ça en bonne intelligence. Et voilà, et la CNR joue ce jeu-là et vous y participez. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'arriver à progressivement construire quelque chose qui est ancré dans le territoire. Voilà, Quentin Brunel qui nous rejoint. Bonjour Quentin. Bonjour. Je vous laisse parce qu'on se vous voit sur le plateau. Attrapez ce micro, c'est bon. Bonjour à toutes et à tous, je vous prie de m'excuser pour ce retard qui est assez conséquent. Voilà, donc je suis Quentin Brunel, donc je suis co-directeur de l'association des espèces par million, donc une association qui travaille sur la biodiversité en ville et qui travaille beaucoup en ce moment et depuis déjà 5 ans sur la restauration écologique des cours d'eau. Donc on a commencé avec Guillotière, Gabiotif. Voilà. Eh bien, c'est justement ce dont je voulais parler à présent. On a commencé à parler de la restauration du Rhône dans sa partie sud de Lyon. Avec des espèces par million, vous travaillez justement à la restauration, en tout cas à recréer des espaces pour la biodiversité dans la métropole, dans la ville de Lyon. Comment est-ce que vous procédez? Quelles sont les techniques que vous utilisez pour faire ça? En fait, on va beaucoup s'inspirer de ce que la nature fait déjà très bien, sachant qu'on est sur des cas qui sont complètement bétonnés, complètement artificialisés la majorité du temps. Donc en fait, déjà, il faut qu'on trouve des systèmes d'ancrage. Et là, on est obligé de faire intervenir ce qu'on appelle des gabions, donc des espèces de grilles métalliques, qui sont lestés avec des galets. Et ensuite, il y a un sac en géotextile qui vient dormir dessus. Et ça nous sert en fait de surface bien ancrée qui résiste à toutes les crues, à tout le bâtillage créé par les bateaux pour implanter une berge naturelle. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a inventé et mis en place en 2019. Et si vous allez en dessous du pont de la Guillotière, vous allez voir que les arbres qui sont dedans font aujourd'hui 6 mètres de hauteur. Donc c'est assez intéressant. Et donc, entre ces deux écosystèmes, donc celui vraiment très urbain de la ville de Lyon et celui plus de la vallée de la Chimie, quels vont être les grands enjeux en termes écologiques quelles sont les espèces que l'on va réussir à retrouver, faire revenir, que ça soit du côté de la faune ou du côté de la flore? Je ne sais pas qui veut commencer, Damien Dumollard peut-être. Alors, dans les grandes espèces, je pense qu'il y a encore beaucoup de Lyonnais qui ne savent pas que le castor est revenu depuis... on ne vit pas au Canada, mais il y a du castor. Il y a des castors. Et maintenant, alors je pense depuis notamment le Covid, les gens ils sont plus attentifs, donc il y en a même au cœur de Lyon.
Dans les grandes espèces qu'on espérait, là on voit revenir la loutre sur nos cours d'eau, donc des espèces très sensibles. Et puis pour lancer un peu Quentin, on a aussi des belles espèces moins connues du grand public, mais notamment parmi les libellules et qui sont des indicateurs de la qualité des milieux aquatiques. Le gonfle à pattes jaunes, que je crois justement a été retrouvé maintenant, pas que dans les grands espaces naturels périurbains, mais au cœur de Lyon grâce aux aménagements qui sont proposés. Ouais, exactement. En fait, la plupart des espèces des cours d'eau, elles ont besoin d'un espèce de bazar organisé. Plus on met les cours d'eau en bazar, plus ça va être intéressant. C'est typiquement le cas du gonfle à pattes jaunes, une grosse libellule jaune qu'on voit rarement, mais on peut détecter les petites larves qui sortent de l'eau. Donc c'est une espèce qui est protégée et on la retrouve, elle, sur nos aménagements en plein cœur de la ville. Maintenant, là où on laisse énormément de fagots de bois, quand on laisse des troncs en bordure de cours d'eau complètement échoués avec les racines à l'air, et quand on met des gabions avec beaucoup d'interstices, etc. Donc plus, entre guillemets, les communautés de libellules sont diversifiées, plus les différents habitats sont nombreux. Et donc, on s'en sert, en fait, nous, pour évaluer la qualité, entre guillemets, de notre restauration ou du moins notre réhabilitation. Parce que restaurer, on n'y est pas encore. Ce qui est très important dans ce travail multi-acteur, multi-partenarial, c'est précisément que la ville, finalement, va représenter un obstacle par rapport à cette continuité écologique. Et donc, il peut y avoir de très beaux espaces naturels au sud de Lyon, de très beaux espaces naturels au nord de Lyon, mais il va falloir, pour certaines espèces, trouver le moyen de faire des sauts de puce et de traverser pour qu'on ait une certaine continuité. Et c'est là où, du coup, ces nouveaux aménagements en cœur de ville ont vraiment une grosse importance pour assurer la continuité des corridors écologiques. Et ce qui est super, c'est que le SMIRIL a fait des super inventaires sur les mollusques et un tas de choses. Et nous, ça nous sert de base, entre guillemets, ces travails-là, pour se dire, OK, donc on a des espèces intéressantes dans le sud de Lyon. Notre rêve absolu, c'est retrouver globalement une biodiversité un peu similaire, même en centre-ville. Et donc là, il y aura, ça veut dire que la rupture écologique dont tu parles, elle sera en fait beaucoup moins importante. Et si on arrive à faire ça, on empêche ce fameux goulot d'étranglement qu'est la ville, et puis on favorise le déplacement, comme tu disais. Ouais. Isabelle Michalet, quand on parle de restauration des écosystèmes, et là, justement, Quentin Brunel parlait d'espèces protégées. Donc une espèce protégée, c'est une espèce qu'on n'a pas le droit de tuer. Est-ce qu'on a une obligation légale à lui laisser ou lui recréer des zones de vie, justement ? Alors, les espèces protégées... Donc ça, c'est défini au niveau européen et puis ensuite dans le droit français. Je suis vraiment heureuse d'entendre parler du gonfle à pattes jaunes parce que franchement, c'est l'exemple que je donne à mes étudiants, espèces protégées dont vous n'avez jamais entendu parler et que vous n'avez jamais vu. Le gonfle à pattes jaunes. Donc j'apprends qu'il y en a pas très loin d'ici. Je suis vraiment très contente de l'entendre. Il est dans la liste, effectivement, des espèces strictement protégées. Donc ce sont des systèmes de listes. Donc des listes de mollusques protégés, d'oiseaux protégés, de mammifères protégés, d'invertébrés, etc. Et ensuite, il y a des obligations qui correspondent selon les espèces. Le régime de protection peut être plus ou moins strict, avec essentiellement des interdictions. Interdiction de tuer le gonfle à pattes jaunes, de le déranger pendant sa période de reproduction, j'imagine, enfin ce genre de choses. Et les mesures de protection qui sont prévues juridiquement, plus l'espèce est strictement protégée, donc plus elles vont être importantes. Et en général, l'obligation de protéger l'habitat est un signe que l'espèce est est strictement protégée. On impose en plus de protéger l'habitat. Donc protéger l'habitat, comment on fait ? Alors juridiquement, j'entends, en mettant en place, je ne sais pas moi, des réserves naturelles, des différents espaces protégés. Il y a des différents dispositifs qui existent, zone Natura 2000, arrêté de biotope. Il y a tout un panel d'ailleurs à ce propos. On n'est pas démunis quand on veut protéger les habitats des espèces sauvages. Il y a tout un panel de possibilités actionnées par les régions, par les préfets, par l'État. On n'est pas démunis. Il faut juste vouloir le faire. Ensuite, quand on est confronté à des espaces naturels, des habitats qui sont dégradés, ce qui est de plus en plus le cas aujourd'hui, le dire qu'il faut protéger, ça ne suffit pas. Il faut enclencher l'étape suivante, si on peut dire, qui est de restaurer ces espaces qui ont été dégradés. Et la restauration de la nature, c'est quelque chose qui
désormais est juridiquement prévu, organisé, notamment par un texte européen qui a été adopté l'année dernière, un règlement européen sur la restauration de la nature, et qui est applicable désormais et qui induit un certain nombre d'obligations avec des dates butoirs, avec des pourcentages d'écosystèmes à restaurer, etc., avec, j'espère, des financements à la clé et des obligations juridiques qui sont celles des États et donc de la France. Et quand on parle justement de restauration, de renaturation, de quelle nature on parle finalement? Parce qu'on a vu que le Rhône avait énormément évolué pendant les 200, 300, 400 dernières années. Est-ce que justement, c'est la nature d'il y a 1000 ans qu'on veut retrouver, celle d'il y a 500 ans, d'il y a 100 ans, d'il y a 50 ans? Enfin, de quoi on parle en fait techniquement? Alors, c'est l'objet de grands débats qu'on ne va pas trancher aujourd'hui, mais pour le dire, donc pour repartir du cadre communautaire, on est depuis un certain temps d'accord pour dire que tel milieu, tel habitat, c'est le cas d'un certain nombre de milieux qui composent ces rares forêts de bord de Rhône, de fleuves, sont des habitats très rares. Donc c'est cela qu'on va essayer, alors si possible, de garder ceux qui restent et de recréer des conditions favorables à leur redéveloppement. Donc je parlais tout à l'heure du recreusement de l'Aune, etc., et de replantation. C'est comme ça qu'on va le faire. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais. De quelle nature on parle quand on parle de restauration? Oui, voilà. Donc, on parle de celle-là. Après, j'ajoute quand même quelque chose, il y a beaucoup de choses désormais qu'on sait ne pas maîtriser. D'ailleurs, je constate qu'entre les travaux de restauration des années 90-2000 et ceux qu'on mène aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'humilité. On sait qu'on travaille dans un contexte de changement climatique, que les espèces vont essayer de s'adapter, mais vont aussi être mobiles. On sait qu'une forêt, par essence, elle ne l'est pas mobile, et donc elle subit, comme nous l'été, les 2 canicules qu'on a vécues, et ça, c'est assez dur. Donc on a un certain nombre d'interrogations. Disons qu'aujourd'hui, en tant que gestionnaire, ou en tout cas ingénieur qui va encadrer ces tentatives de restauration, on va créer des conditions favorables. Donc on va débétonner, par exemple, on va dépolluer, on va enlever ces fameux aménagements Girardon qui contraignent un certain nombre de milieux. Et on va essayer, nous, ce qu'on appelle la libre évolution, on va essayer de laisser vivre à partir d'une tentative, et on va voir ce que ça donne et on va le suivre. Alors évidemment, quand on est dans un espace naturel, on a plus d'espace pour le faire. Quand on est en cœur urbain, on utilise des techniques avec un peu plus de contraintes. Justement, en cœur urbain, Quentin Brunel, quand il y a des grands projets comme ceux de refonte des quais du Rhône qui sont prévus pour les années à venir, est-ce que vous êtes consulté? Est-ce que vous travaillez? Je crois que les opérateurs, c'est Base. Est-ce que vous travaillez avec eux? Et est-ce que, quels sont les objectifs et les ambitions de renaturation? On ne travaille pas directement avec eux, on est consulté en amont des projets, mais c'est 2 choses vraiment différentes. Il y a les gros projets qui sont menés par les collectivités où ils sont maîtres d'ouvrage. Nous, en fait, on se désolidarise un petit peu de tout ça pour avancer, en fait, je dirais, même le plus rapidement possible sur des petits aménagements, mais qui, mis bout à bout, auront quelque chose de significatif. Et c'est quoi la deuxième question ? Comment est-ce qu'ils sont obligés de mettre de reconsidérer la nature et la renaturation quand on a des aussi gros projets que ceux-là? En fait, ils sont pas, ils sont contraints d'évoluer leur manière de faire, mais ils sont pas obligés. Typiquement, de mettre. Quand on voit les aménagements qui sont aujourd'hui, comme par exemple le quai Saint-Antoine, c'est pas pour critiquer, c'est juste pour avoir quelque chose de totalement objectif devant les yeux. On a un quai qui a été rehaussé, un quai qui est exempt de zones humides, à un moment où c'était vraiment nécessaire de restaurer une interface eau-air. Et donc on voit bien en fait que des projets peuvent être pas forcément favorables à la biodiversité, même s'ils sont menés dans un esprit d'espace vert. Au contraire, il y a des projets qui se font, sur lesquels on est soutenu, la restauration des quais Pierre-Cise. Et là, on a été accompagné par les collectivités et l'agence de l'eau pour désimperméabiliser 1000 m² de ciment et pour retrouver en fait un sol gorgé d'eau favorable au développement d'espèces de zones humides.
Et c'est possible ça de le faire dans un cœur urbain comme les Clés du Rhône? C'est très compliqué parce qu'on passe peut-être 70% du temps à discuter plutôt que de faire, puisqu'il y a énormément d'acteurs et d'actrices qui gravitent autour de ce territoire. Et puis il y a une dimension très conservatrice de patrimoine historique qui fait qu'il faut vraiment concilier. Pour moi, ça me paraît évident d'associer tous les patrimoines, que ce soit historiques et naturels, mais il y a une sorte d'opposition en fait, qui se crée, et tout ça, il faut renouer avec. C'est pas très simple. Mais en vérité, ce qu'il faut juste se dire, c'est... Moi, j'aime bien prendre l'exemple d'il y a 100 ans, comment c'était. On avait encore sur le Rhône des plages de galets, des zones où il y avait du saule et du peuplier qui spontanément se développaient. Il y a encore des quartiers qui s'appellent la Saulaie, etc. Et il y avait encore des poches de cette fameuse forêt un peu résiduelle, mais forêt de ripisylve. Et donc tout ça, dès qu'on peut recréer ces petits habitats-là, c'est vraiment un enjeu majeur. Isabelle Michalet, sur la restauration, enfin, pas sur la restauration, mais sur les grands projets urbains de quais, comment est-ce que vous voyez ces projets se créer, et est-ce qu'il y a des obligations justement légales à réinclure, justement, comme le disait Quentin, ce contact RO? Alors, il y a des objectifs qui sont assez généraux de restaurer la nature en ville, de plutôt s'appuyer sur ce qu'on appelle solutions fondées sur la nature plutôt que de l'ingénierie grise. Ça, ce sont des objectifs assez généraux qui sont affirmés dans le droit, mais qui ne sont pas forcément après déclinés de façon très précise dans la réglementation. Mais tout ça aussi, on peut le relier, et c'est fait juridiquement, à l'enjeu du changement climatique. L'enjeu, là, c'est de désimperméabiliser la ville, c'est de faire en sorte qu'on ne soit pas sur des îlots de chaleur, etc. Et tout ça, ce sont des enjeux qui sont aussi liés à la lutte contre le changement climatique. Donc, après, ce sont des choix politiques. Il y a, ce que je disais tout à l'heure, juridiquement, il y a un éventail de possibilités. Il y a tout le droit de l'urbanisme aussi qui est là pour dire, on va dédier tel espace à telle finalité. En gros, c'est la planification urbanistique, et en ville, c'est très, très important, des enjeux fondamentaux. Mais une fois que les outils sont là et que juridiquement on a des possibilités, c'est au final le choix politique. Et c'est ce que vous veniez de dire, il y a des choix qui ont été faits. On fait un espace vert, on ne fait pas une zone humide. Et ce n'est pas la même finalité. Il y a des gens qui vivent là, il y a des usages, etc. Et les choix politiques sont tout aussi importants que les possibilités juridiques. Dans les choix politiques, l'État porte une stratégie des aires protégées à l'échelle nationale. Pour 2030, l'objectif, c'est 30% du territoire national protégé, dont 10% en protection forte. Et donc, sur notre site, les îles et l'Aune du Rhône, la collectivité, les élus ont souhaité qu'on s'engage dans cette démarche et qu'on porte un projet de mieux protéger réglementairement notre espace naturel. C'est pas une question piège, mais où est-ce qu'on en est aujourd'hui, juste pour qu'on se donne une idée? Eh bien, on en est que dans moins de 15 jours, nos élus se réunissent de nouveau pour porter un dernier avis sur le projet de rédaction finale. Et puis, va s'en suivre les formalités réglementaires. Mais donc, c'est très positif. Et pour être très concret, on devrait passer de 60 hectares actuellement protégés, ça a été cité dans les outils réglementaires par un arrêté de protection de biotope, à quelque chose autour de 400 hectares. Moi, j'ai une question qui me vient forcément à l'esprit quand on parle de zones protégées et de vallée de la chimie, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à envisager qu'une zone aussi polluée que la vallée de la chimie puisse devenir une zone protégée, et donc une zone de nature? Eh bien, c'est sans doute parce qu'on a le nez collé à la vitre en pensant d'un côté, il y a les arbres, d'un côté, il y a l'autoroute. Moi, ce que je trouve très intéressant, encore une fois, pour faire référence à l'observatoire photographique et à la démarche, c'est le fait de pouvoir dézoomer et de regarder le territoire comme un bassin de vie, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'y passe. On a gagné encore une fois 10% de population sur le sud de Lyon en moins de 10 ans. Les industries sont là, elles ne vont pas partir demain. L'espace naturel est au milieu, au bord du Rhône. Maintenant, le défi, c'est comment on fait communiquer tout ça. Donc nous, par rapport à ça, on anime depuis l'année dernière un observatoire territorial de la biodiversité sur lesquels 9 communes du territoire, notamment de la vallée de la Chimie, sont impliquées. Le but du jeu, c'est quoi ? Le but du jeu, c'est collectivement mieux comprendre, vulgariser et partager. Et des entreprises de la vallée de la Chimie
s'impliquent dans des actions concrètes dans le cadre de cet observatoire de la biodiversité. Beaucoup d'entreprises, et je ne pense pas qu'on puisse parler que de greenwashing à chaque fois, mais affichent une politique de RSE, de responsabilité sociétale environnementale, veulent faire des choses, et souvent elles sont un petit peu démunies, pas leur cœur de métier de s'intéresser à la biodiversité. Donc pour un peu qu'on sache le comprendre, l'écouter, on peut proposer, tout l'enjeu, c'est de proposer des actions concrètes pour dire voilà, si vous faites ça, c'est un peu de greenwashing. Si vous venez vous engager là-dessus avec vos collaborateurs sur tel chantier nature, sur telle manière de gérer votre patrimoine foncier, puisqu'il y a des délaissés qui peuvent être très utiles à la biodiversité, vous pouvez avoir un impact concret. Et de cette manière-là, à travers une vision territoriale, on peut créer du maillage et des liens, là où peut-être dans les années 60-70, on regardait ça en termes de schéma thématique un peu en silo. Isabelle Michelet, je vous voyais acquiescer sur cette question de protection de zones naturelles polluées. Oui, mais je trouve qu'effectivement, l'enjeu, c'est de créer un maillage. Alors, en droit, on a la protection des continuités écologiques. C'est un peu cette idée-là, c'est-à-dire de dire qu'il ne suffit pas de protéger, mais ça a été évoqué précédemment, il ne suffit pas de protéger telle zone et de faire comme ça, de disperser des confettis dans un espace. L'enjeu, c'est de connecter tout ça parce que pour les espèces sauvages, il faut pouvoir se déplacer. Nous, les humains, on a un réseau qui est très bien construit pour tous nos usages, avec toute la mobilité qu'on peut imaginer. Mais il faut penser ça aussi du point de vue d'autres espèces ou du point de vue des habitats, des écosystèmes, et se dire que relier les différents espaces, mais ça peut passer par justement mettre en place des zones protégées dans des espaces qui ne sont pas forcément spectaculaires ou très riches de biodiversité, mais qui sont un point d'étape pour telle ou telle espèce qui va s'en servir et un point d'ancrage pour peut-être faire quelque chose d'autre plus tard. Et c'est en ça que c'est intéressant de penser ça comme un maillage, effectivement. Le mot est intéressant. Et je me permets de rester sur la question de la pollution. On en parlait un petit peu en début d'émission, mais en ce moment, il y a cette fameuse pollution au PFAS qui est très présente dans le Rhône. Et je sais qu'il y a quelques affaires juridiques justement à ce sujet-là. Est-ce que vous pouvez nous renseigner, de savoir un petit peu où est-ce qu'on en est de ces affaires-là ? Alors, je n'ai pas suivi tout le contentieux qui est en cours, mais effectivement, l'enjeu... Alors, du point de vue juridique, l'enjeu, c'est d'arriver à établir la preuve. Ça, parce que là, pour le coup, c'est des entreprises qui ont triché. Ils n'ont pas respecté leur... Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Soit ce sont des polluants qui ne sont pas mesurés historiquement, et donc, à partir du moment où on les mesure, on découvre qu'ils existent, si on peut dire, et à ce moment-là, se pose une question de santé publique, en l'occurrence. Soit ce sont effectivement des entreprises qui ont émis des polluants sans respecter ce qui était prévu dans le cadre juridique dans lequel ils étaient censés fonctionner. Alors ensuite, il y a différents leviers qui peuvent être actionnés pour aller obtenir la sanction de ces entreprises. On peut agir en disant voilà, il y avait une autorisation qui n'a pas été respectée, donc ça amène à des sanctions de type économique, fermeture, de type pénal. On peut aller chercher la responsabilité de l'État en disant mais c'est l'État qui devait surveiller tout ce qui se passe là, puisque c'est lui qui délivre les autorisations. Les préfets n'ont pas fait, donc on va chercher la responsabilité de l'État. On peut actionner des leviers pour obtenir une indemnisation, pour obtenir des sanctions. Tout ça, c'est ce qu'on appelle, nous les juristes, la stratégie contentieuse. Qui peut agir ? Est-ce que c'est seulement les personnes qui habitent dans le voisinage ? Est-ce que des associations peuvent agir ? Tout ça se construit au fur et à mesure. Je sais qu'il y a de toute façon des actions pénales qui ont été engagées. Ça, c'est un contentieux c'est parti pour 10 ans, je pense, entre les différents leviers qui vont être actionnés, entre la décision du juge de première instance, on part en appel, on va devant la Cour de cassation, parce que de part et d'autre, on en fait une question de principe. Voilà. Pour nous, les juristes, c'est passionnant. Il y a des enjeux de santé publique qui sont gravissimes, on est d'accord. Mais là, c'était tout un champ qui s'ouvre et qu'on peut comparer aux actions qui sont menées en matière climatique, justice pour le vivant, en matière de protection de la biodiversité, etc. Et effectivement, ça montre aussi que le droit, il est présent en amont, mais quand ça ne marche pas, quand il y a une faillite en fait de ce cadre juridique, on se retrouve devant le juge. Et de plus en plus, on est dans ces situations-là. Et de plus en plus, sur ces questions environnementales, c'est devant le juge que ça se termine ou que ça commence. Et pour différentes étapes qui vont être
une vraie guerre de tranchées, j'en suis convaincue. Ouais. Est-ce que ces pollutions, Quentin Brunel, ça impacte la réussite de vos projets de renaturation ? En fait, c'est vrai qu'on cible beaucoup la pollution, donc c'est un désastre, hein, clair. Mais entre la pollution ou la destruction globale des habitats sur lesquels on est en train de vivre, les deux choses, en fait, elles se valent assez bien. Donc, quand on crée les aménagements, forcément, on va créer de la porosité et donc des plantes qui vont capter un maximum de déchets. Donc forcément, quand on repasse 2 semaines après l'aménagement, on voit des canettes, et je vous passe tous les détails, qui recouvrent parfois les aménagements de renaturation. Donc je ne sais pas exactement quel impact ça peut avoir sur la faune locale, mais en tout cas, sur le regard de ces aménagements-là, ça peut être très néfaste et donc pas forcément aider indirectement à la restauration. Mais à la fois, il faut le voir comme tous ces déchets-là qui ne partiront pas en mer, et donc dans les océans, et qui sont captés en fait par les rives. Et nous, on s'engage à travailler là-dessus avec d'autres associations spécialistes dans les déchets pour les nettoyages. Et après, la pollution au PFAS, je ne m'en rends pas trop compte. Mais en tout cas, on a fait un inventaire des crustacés et de différentes autres espèces qui sont assez indicatrices. En fait, les résultats à Lyon, ils sont alarmants. C'est-à-dire que sur 25 espèces de crustacés aquatiques dont on a fait l'inventaire à Lyon, il y en a 19 qui sont exotiques envahissantes. Tous les crustacés qui étaient recensés dans les années 50 ont quasiment disparu, notamment les gamarres, certaines espèces de gamarres. Et donc, on a maintenant que des espèces, que 70% des espèces qui sont originaires de la partie ponto-caspienne du Danube, et en fait qui viennent complètement remplacer les espèces existantes, parce que le milieu est perturbé, c'est certain. Ils arrivent comment ? Eh bien, les eaux de ballast, les bateaux, les canaux. En fait, faut pas oublier que même si on adore les bateaux et la navigation, ça a un impact énorme sur nos cours d'eau, à travers le déplacement d'espèces qui peuvent s'avérer exotiques envahissantes, à travers le bâtillage, donc les vaguelettes que ça cause et qui vont déchausser en fait les perrets comme des petites claques à longueur de journée sur la rive. Et donc voilà, toutes ces actions-là, comme tu disais, il faut les prendre en compte, et c'est compliqué d'associer tout ça. Damien Dumollard, sur cette question de la pollution Alors, sur la pollution, faut, je pense, décorréler l'émotionnel et puis le scientifique. Le scientifique, c'est clair qu'on n'aura pas le fin mot de l'histoire avant un bon moment, comme pour le juridique. En tout cas, ce que je peux dire sur les PFAS, on a craint à un moment donné que les travaux de restauration qui sont menés par CNR là en ce moment soient remis en cause, puisque comme l'objet était en partie de remettre des sédiments dans le Rhône, 1 an avant les travaux, s'est posé la question, mais est-ce qu'on ne va pas remettre un peu plus de polluants dans le Rhône en remettant des sédiments ? Donc en fait, cette pollution, non seulement elle a un impact au moment où on la découvre, mais elle a un impact sur la manière dont on pourrait même mener des projets de restauration et de renaturation. Alors heureusement, je vous passe les détails, mais tout va bien, les solutions ont été trouvées. Donc ça peut être le premier impact. Et après, sur les pollutions, je pense qu'effectivement, le plus important, c'est ce qui vient d'être dit. On est sur du multifacteur. Est-ce que c'est plus impactant des étés qui se réchauffent, des périodes caniculaires qui durent de plus en plus longtemps, ou une molécule noyée dans le Rhône qui parfois a des débits de 1000, 2000, 3000 mètres cubes secondes? C'est dur à dire. Est-ce qu'il est plus impactant le fait qu'un milieu naturel peut être tellement contraint que ça ressemble plus à un carré de jardin qu'à un milieu naturel à proprement parler? En fait, quand on s'intéresse à ces questions-là, on voit, encore une fois, je vais réutiliser le mot d'humilité, on voit qu'il faut prendre ça avec des pincettes. On sait les grandes tendances, on a les grands leviers, on sait que si on agit là-dessus, c'est mieux. On sait que si on agit là-dessus, c'est négatif. Donc évidemment, agir pour limiter la pollution des eaux, qui est une ressource qui en plus va se raréfier de plus en plus, c'est certain. Est-ce que c'est le problème majeur quand on est sur le Rhône ? C'est un des problèmes, c'est certain, mais il y en a d'autres. Voilà, mais je voulais rajouter quand même une petite note positive pour dire que dans cet esprit de pollution, tout n'est pas forcément perdu. Mais sur la Saône, on retrouve, dès lors qu'on fait des aménagements avec des mares et des ornières en bordure de Saône à 2 mètres, on va retrouver salamandre tachetée, crapaud commun,
tritons, on va retrouver des chevalets guignettes, donc des oiseaux qui vont aller se nourrir des gamarres, etc. Et puis un cortège qui monte jusqu'à 12 espèces de libellules. Donc c'est pas non plus, c'est pas non plus la population de libellules du Smyril, mais ça montre en fait qu'il y a quand même une certaine résilience dont il faut profiter pour la restauration et qu'il ne faut pas non plus fixer des objectifs de restauration ou de renaturation en milieu urbain, mais plutôt de réhabilitation pour pouvoir donner le jeter le couvert à quelques espèces qui survivront, entre guillemets. C'est ma vision des choses là-dessus. Eh bien, ce sera le mot de la fin et je ne pensais pas réussir à terminer cette émission sur une note positive. Donc, merci beaucoup, Quentin. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. À très bientôt, à tous les trois sur Radio Anthropocène. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. On est donc à la Bibliothèque municipale de la Part-Dieu et en direct sur Radio Anthropocène. Donc, je rappelle Isabelle Michalet, Quentin Brunel et Damien Dumollard. Merci pour cet échange. Et c'est un échange que vous pourrez retrouver dès demain, d'ailleurs, en podcast sur radio-anthropocène.fr. Tout de suite, la soirée, elle continue avec, à 18h ou à 18h30, je ne sais plus exactement, mais une conférence proposée par nos partenaires Archipel Commun et le CAUE Rhône Métropole qui est intitulée « Les observatoires photographiques vers des paysages en commun ». Bonne soirée à toutes et à tous. Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global.